Bien, tout d'abord, merci beaucoup. Quel poids de parler après une telle prise de parole. J'avoue que je ne peux qu'abonder dans votre sens. Et je tiens d'abord à dire, en tout cas au moins personnellement, que je m'associe tout particulièrement avec votre précédent discours, qui était plein de clarté et de vérité. Alors, vous l'avez brièvement dit, je m'appelle Théophile Levesque, assistant coordinateur à l'Institut français pour la justice restaurative. Simplement, c'est l'association qui est à l'échelle nationale, une des associations, tout du moins à l'échelle nationale, qui accompagne et qui forme les animateurs de justice restaurative et qui, par la suite, les accompagne au titre d'un suivi sur l'ensemble de leurs mesures et sur leur territoire. Alors concrètement, nous sommes répartis en cinquantaine à l'échelle nationale, dont 4 en France métropolitaine et 1 sur l'île de la Réunion, où on travaille aussi particulièrement avec le public mineur. Et donc voilà, donc en charge de la formation, de l'accompagnement et du suivi des animateurs qui sont, eux, formés, mais de manière indépendante et peuvent provenir de différentes structures. Mais je pense que mes collègues vous en diront un peu plus sur les personnes qui sont chargées de l'animation. Voilà. Peut-être préciser avant tout qu'en justice restaurative, nous nous trouvons avec les mineurs, non pas dans le côté ou dans le volet éducatif de la protection de l'enfance, mais bien dans le volet judiciaire. Pour pouvoir appréhender la justice restaurative, il faut bien se rendre compte qu'il y a eu commission d'une infraction. Au sens pénaliste du terme, je ne suis pas précisément renseigné sur la nature de l'audience, si on a beaucoup de juristes avec nous, mais on va se rattacher à une conception pénaliste de cette vision. Et donc, on est en poste dans le domaine délinquant ou criminel. Aussi, il faut bien avoir en tête que la justice restaurative appelle, comme vous le disiez, Monsieur Viau, tout à l'heure, et vous vous inspiriez de la Convention internationale des droits de l'enfant, cet article 40 qui vient évoquer la dignité et la valeur personnelle se retrouve effectivement dans les mécanismes de justice restaurative, et c'est précisément à ce domaine-là qu'on se raccroche, puisque la justice restaurative appelle par nature à un désintéressement de la condition pénale des justiciables vers leur personne, au profit en tout cas de leur personne. On vient se détacher des obligations qui sont inhérentes à la situation pénale et à la procédure pour se reconcentrer sur les objectifs qui seront fixés par ces mêmes personnes. Et donc, dans le mécanisme global de justice restaurative, progressivement, c'est la préparation des personnes, la préparation individuelle des personnes aux côtés de l'animateur qui garantit la sécurité des personnes au sein de leur processus de justice restaurative. Alors, on va revenir un petit peu plus précisément là-dessus, mais voilà, il faut bien comprendre qu'on est face à un petit peu un questionnement des pratiques, mais aussi une approche qui vient totalement en complémentarité avec l'approche pénale qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà, c'est un domaine extrêmement pluridisciplinaire où on vient se rapprocher du domaine de la psychologie, du domaine de la sociologie, du domaine de la justice, puisque l'approche totalement indépendante de la justice restaurative, je n'ai pas mis 45 minutes, vient être en complémentarité avec tout ce qui peut se faire en même temps. Il n'est pas question, bien sûr, de remplacer telle ou telle pratique, mais bien de se concentrer sur les attentes des personnes et leur volonté pour enrichir de nouveaux mécanismes. Tout simplement, sur la question précise de l'accompagnement des personnes mineures, il faut bien avoir en tête que la justice restaurative auprès du public mineur correspond au final et majoritairement à la justice restaurative que l'on appliquerait avec un public majeur. Mais il existe également des spécificités. C'était tout l'intérêt de mon propos. Je pense que, et ils vous en diront plus, avant que mes collègues ne vous présentent leurs pratiques, il était nécessaire, en tout cas je trouvais intéressant, et je pense que nous sommes d'accord, de préciser en amont comment se dessiner la justice restaurative à l'échelle nationale. Bien que c'est aussi intéressant de voir un petit peu comment nos voisins européens et puis canadiens s'en accaparent aussi, parce qu'on s'inspire, il y a tout beaucoup de travail international sur ce sujet. S'agissant des conditions et de la mise en place de la justice restaurative pour les personnes majeures,
Tout simplement, il est peut-être nécessaire, en tout cas, ou avant tout, de préciser que dans sa nature, c'est un espace de dialogue, en tout cas on le définit de cette manière, au sens des textes et au sens de notre approche, c'est un espace de dialogue entre la personne victime et la personne auteur. Qu'il s'agisse de la personne victime et de son auteur, concernant la consommation d'une infraction particulière, ou cette même personne et d'autres personnes auteurs ou une autre personne auteur qui soit liée à une infraction différente. Alors, dans ces domaines-là, on verra tout à l'heure avec mes collègues qu'on peut soit aborder une approche groupale, soit favoriser l'inter-individuel. La question de savoir si c'est du groupal. Cette justice restaurative est donc un espace de dialogue, pour le définir simplement, et au sens de l'article, alors c'est 10-1 pour les majeurs, mais il s'applique depuis 2014, depuis la loi de la réforme de 2014. C'est un dispositif qui est purement, et c'est nécessaire de le rappeler, qui est purement volontaire. Il n'est le fruit que de la volonté des personnes de s'y intégrer, mais aussi d'en partir. C'est une des garanties, en tout cas, de leur démarche personnelle. On a peu de temps ensemble aujourd'hui, je pense que je ne vais pas m'étaler trop sur le sujet ou sur les précisions de ces caractères. Normalement, on y passe 70 heures en formation au total. Bon, je pense que vous avez tous des plans ce soir. Donc, simplement, voilà, purement volontaire, avoir en tête que si vous voulez faire de la vraie justice restaurative, car au bout d'un moment, c'est comme ça qu'il faut le voir aussi, il faut que ça soit purement volontaire. Donc, les personnes intègrent à leurs souhaits et partent à leurs souhaits. Ils ne partent pas, en fait, parce que c'est trop bien. La mesure est également entièrement gratuite. Alors, je m'excuse auprès des services, pas pour nous, mais pour les personnes. Bien évidemment, ça a un coût, mais ça, c'est de la gestion parallèle. Mais pour les personnes, en tout cas pour les bénéficiaires de la justice restaurative, ce sera une mesure qui sera entièrement gratuite, au même titre que, je pense, sans trop me tromper, la majorité de leur suivi au sein de la procédure pénale, même si c'est une très belle transition, pour dire qu'en plus d'être gratuite, cette justice restaurative est totalement indépendante de la procédure pénale. Alors tout ça, c'est dans l'article 10-1, c'est énoncé à la suite. Donc, le volontariat, la gratuité, l'indépendance, qui veut dire que la justice restaurative n'est pas un acte de procédure. On sort de cette dimension-là et on vient sortir un petit peu de la logique répressive et punitive et institutionnelle. Même si, vous l'avez bien dit, Monsieur Villot, on est aussi une institution. Voilà, globalement, sans besoin d'y aller plus. La justice restaurative est également confidentielle et ça vient un petit peu en complémentarité de l'indépendance. C'est un espace de dialogue qui sera garanti entre les personnes et il n'y aura pas de soumis au secret professionnel, comme vous pouvez en avoir l'idée, même si on pourrait le développer pendant des heures. Et ce qui est nécessaire aussi de dire, c'est que la justice restaurative est forcément accompagnée par un professionnel formé. Dans les textes, c'est un tiers indépendant qui sera entièrement, voilà, il rejoint un peu notre travail aussi. C'est pas fait n'importe comment ni par n'importe qui. De manière purement logique, ce qui ne sera pas de la justice restaurative sera donc par nature une mesure qui sera soit ordonnée par le juge, puisqu'il n'y aura plus de volontariat, soit qui prouverait une rupture de l'indépendance ou alors de la confidentialité, ou qui romprait avec l'objectif final de la justice restaurative, et je pense que c'est un des propos les plus importants, qui est de pouvoir fournir aux personnes un espace de dialogue dans lequel elles pourront évoquer les répercussions de l'infraction et cheminer ensemble vers un apaisement. C'est aussi précis que ça. Puisque concrètement, comment est-ce que ça se matérialise? Ça va vraiment dépendre des personnes. Et c'est là que la posture, on reviendra un petit peu, peut-être pas trop, mais on reviendra dessus, que la posture et la formation de l'animateur en matière de justice restaurative est extrêmement importante. C'est que tout au long du dispositif, même si je n'aime pas trop ce terme, mesure, il faudra être capable de se fier et de se limiter uniquement aux attentes des personnes, autant l'une que l'autre. Et alors, un petit détail qui n'en est pas un, effectivement, on va profiter de cet espace pour ne plus stigmatiser les personnes en tant que victimes et auteurs, mais plus se concentrer sur leur personne. Alors forcément, pour les biens de votre organisation, il y aura toujours cette petite distinction, mais on favorise le fait de placer le mot, c'est simple, hein, mais passer le mot personne avant. Voilà, les personnes qui ont été victimes d'une infraction ou personnes qui ont été auteurs. C'est plus long, mais ça vaut le coup.
Sur les conditions légales, on ne va pas s'étaler non plus trop là-dessus, bien savoir simplement que c'est bien établi dans les textes, en tout cas du point de vue des majeurs, de l'approche globale. On a le code de procédure pénale, mais on a aussi le code de la sécurité intérieure sur certains détails. Voilà, c'est quelque chose qui est très établi avec 3 décrets qui sont parus dans la dernière décennie. C'est une vraie volonté aujourd'hui, et on a de la chance, même si on voudrait toujours plus, et peut-être à raison. C'est une vraie volonté de la part de la justice en France de mettre en valeur cette justice restaurative. Peut-être s'arrêter sur 2 conditions de la justice restaurative qu'il faut bien avoir en tête. Donc, ayez bien en tête ces caractéristiques de volontariat, etc. Mais aussi bien avoir en tête que il faut que la justice ait eu quand même connaissance de cette infraction. Voilà. On parle de la commission, on parle aussi du fait que bien souvent on rapporte ça au dépôt de plainte, il faut que l'une des personnes, que la personne victime tout du moins, ait déposé plainte. Concrètement, ça peut être un autre type de signalement. On dit simplement qu'il faut que la justice ait connaissance, puisque je pense que ça n'a pas été du goût des institutionnels de leur dire qu'on allait mettre en place des choses sans qu'ils soient au courant de manière globale et sans qu'on prenne la peine de prévenir la justice. Et une autre nécessité, la justice restaurative, pour bien montrer qu'on est vraiment dans un dispositif, si on veut, mais sécurisé, grâce au comportement de l'animateur, c'est que ce qui conditionne le volontariat des personnes, c'est la reconnaissance partielle, tout du moins presque matérielle, des faits par la personne qui en a été auteur. Donc, dans cette espèce, si vous voulez simplifier au binôme et sans parler de l'approche groupale, même si c'est le cas aussi, sur la personne qui aura été auteur de l'infraction, il faudra à minima qu'elle reconnaisse avoir au moins partiellement participé à la commission des faits. Auprès du public mineur, ça a été précisé par la suite. On va plutôt au moins attendre de la part du mineur qu'il vienne reconnaître qu'il était présent. Le fameux « oui, j'étais là ». Ça suffira à la mesure. Et puis ensuite, du reste, ce sera le travail de l'animateur en préparation. Puisque spécialement sur le mineur, alors on l'avait dit tout à l'heure, on n'est plus sur l'article 10-1 du Code de procédure pénale qui s'appliquait très bien, mais qu'il a fallu renforcer et qu'il a fallu réaffirmer dans le cadre des mineurs. On est sur l'article L13-14 du nouveau Code de justice pénale des mineurs. Globalement, il faut avoir en tête qu'on reprend les mêmes principes. Donc les principes qui ont été travaillés depuis des années avec les acteurs de justice restaurative, en formation, en élaboration et en construction de la pédagogie de manière générale, restent bien sûr efficaces et effectifs, et on les a vraiment en tête. Au final, il faut se dire que vraiment l'accompagnement pour nous en justice restaurative auprès du public mineur, ça dépend vraiment, voilà, on reste dans les mêmes, c'est une approche similaire à la justice restaurative globale. Si ce n'est quelques spécificités, notamment par exemple, et ça va peut-être du coup interpeller les professionnels qui œuvrent déjà dans ce domaine-là, mais on va bien sûr avoir cette approche civiliste de demander l'accord parental des personnes. Voilà. S'agissant de... Voilà, on a gardé les questions pour la fin, donc je vous invite bien évidemment à garder bien garder vos questions en tête. Mais l'accord parental, je vous renvoie directement à votre pratique, simplement pour les questions qui s'y réfèrent. On est sur un régime que vous connaissez déjà en tant que praticien. Voilà. Pour les personnes étudiantes, l'accord parental sera par principe recherché des 2 titulaires de l'autorité. Après, dans les faits, bon. Mais je renvoie encore une fois aux pratiques des personnes qui s'en occupent. On parle également de la capacité de discernement. Alors ça, souvent, ça pose aussi question. Comment est-ce qu'on peut ouvrir un espace de dialogue, pour rappel, et d'échange pour parler des répercussions d'une infraction avec un enfant, un mineur, qui ne disposerait pas de cette fameuse capacité de discernement qu'on récupère souvent en droit pénal et en psychologie. Ce n'est pas mon domaine, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Tout simplement, dans cette mesure de justice restaurative, il faut bien comprendre que la démarche est autonome. Et quand on parle d'indépendance de la justice restaurative, c'est aussi sa propre indépendance et son propre pouvoir à agir, tout simplement. Et donc, effectivement, en soi, l'accord parental et la capacité de discernement sont 2 conditions qui sont nécessaires à la mise en place d'une mesure de justice restaurative avec des mineurs. Après, dans la pratique, on a certains intervenants, et c'est aussi le rôle de l'IFJR en accompagnant ces personnes de se rendre compte. Nous, on a
une personne avec qui on a beaucoup travaillé, je ne citerai pas parce que je ne lui ai pas demandé la permission, mais qui travaille dans le Vaucluse. Voilà, une personne qui avec beaucoup de clairvoyance, disait que en fait, dans la posture de l'animateur, et je pense que vous reviendrez peut-être un petit peu dessus, vu qu'on s'adapte de manière infinie aux personnes, eh bien, elles partiront dans cette mesure de justice restaurative avec ce qu'elles peuvent amener. Et alors, sur la capacité de discernement, ça vient un petit peu amoindrir son importance, puisque effectivement, si on a une prise en compte partielle de ce qui s'est passé, par exemple, ce n'est pas grave, on va quand même l'amener. Tant que dans tous les entretiens de préparation, dans l'ensemble du processus, on se rend compte que le dialogue sera sécurisé. Mais ça, c'est difficile de se rendre compte là, à votre place, en découvrant la matière. Mais voilà, savoir que, comme toutes nos sciences humaines et sociales, c'est un travail qui est constamment mené, et c'est une réflexion qui est constamment poussée. Et voilà, on questionne sans arrêt notre pratique. C'est aussi une des missions de l'IFJR. J'espère ne pas m'être trop fourvoyé, puisqu'il y a toute une partie de recherche. On a un conseil scientifique qui travaille avec différents acteurs nationaux et internationaux, avec mes collègues ici présents également, avec leurs institutions. On travaille tous ensemble pour l'élaboration pédagogique et technique. Voilà. Donc ça, c'était sur les spécificités légales, on va dire très pratiques, très techniques de l'accompagnement du public mineur. Après, il faut savoir que voilà, vous allez partir en mesure de justice restaurative avec une personne plus jeune, et donc on va amener ça peut amener d'autres comportements qu'il faudra vous accompagner. Mais encore une fois, je vous renvoie à la posture de l'animateur qu'on disait vraiment, qu'on pourra peut-être détailler, mais j'aurais du mal à le faire dans des temps aussi courts. Mais dans le fait de s'adapter pour l'animateur à la personne, eh bien, effectivement, on va s'adapter à l'enfant. On va utiliser des outils particuliers selon, je sais pas moi, leur élocution, leur véhémence, leur manière de parler, leur manière de vivre les faits. Mais au final, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les spécificités liées à cette peut-être d'éventuels mutismes sont en fait des difficultés qu'on aurait peut-être rencontrées avec un public majeur, avec une personne qui n'aurait pas été spécialement loquace non plus. Et donc, en fait, au final, si on essaye de discerner ces deux approches entre majeur et mineur, et en tout cas à l'IFJR, et je pense qu'on sera relativement d'accord là-dessus, c'est de dire que les spécificités sont liées aux personnes, qu'elles soient majeures ou mineures. Et par cette posture qu'on appelle l'approche relationnelle, sur laquelle tu voudras peut-être revenir tout à l'heure, Hugo, qui a été développée pendant des années au Québec, et qui est une approche particulière que certains d'entre vous connaissent peut-être. Par cette posture et cette approche, on va être capable d'adapter notre pratique à l'enfant et à s'adapter à toutes les situations. C'est aussi ce qui fait que, et c'est ce qui enrichit l'accompagnement, et c'est ce qui enrichit la nature de la justice restaurative, c'est de dire qu'au final, on traiterait la personne, ou on traiterait le mineur comme on aurait traité une personne majeure. Et c'est ce qui vient un petit peu rentrer en lien avec ce qu'est la justice restaurative de manière générale pour tous. C'est de dire qu'on se détache un petit peu du cloisonnement qu'on a l'habitude d'entreprendre, et sous couvert d'une formation bien étayée, je vous le rassure, et d'une sécurité qu'on veille constamment à garantir, sous couvert de cela, avancer avec les personnes et s'adapter. Alors, je n'ai pas exactement de maîtrise du temps, je n'avais pas vu à quelle heure j'essaie de faire au mieux. 5 minutes. Bon, peut-être. Il y a trop de choses à dire en fait. Je suis venu ici en me disant comment on va faire tout rentrer dans une demi-heure. Peut-être simplement vous rappeler, je ne vais peut-être pas dépasser mes 30 minutes, mais vous rappeler l'importance d'être avec précision dans la justice restaurative, de garder en tête cette question de pourquoi est-ce qu'on l'a fait, quel est l'objectif. Et l'objectif est simple, c'est d'accompagner les personnes, de leur garantir, de leur fournir un espace de dialogue sécurisé, qui soit totalement libre, qui soit sécurisé pour qu'elles puissent, avec ce qu'elles entendent y apporter, elles-mêmes cheminer vers l'apaisement. Et on n'est pas dans la reconstruction du lien. Là, on va se départager, on va se démarquer d'autres approches qui sont la médiation familiale ou d'autres types de médiation ou d'autres types d'approches, que ce soit l'approche transformative ou beaucoup d'autres méthodes de travail. Et c'est là peut-être que le Code de justice pénale des mineurs a été confus, c'est-à-dire de mettre, peut-être qu'on pourrait y revenir, l'ensemble des types de médiation et l'ensemble des approches, en fait, toute la boîte à outils dans le même tiroir. Après,
c'est compliqué de distinguer les différents instruments qu'on a apportés. Alors, c'est aussi tout l'intérêt de cet échange, c'est de revenir sur toutes nos pratiques, d'avoir bien en tête les valeurs fondamentales, la gratuité, le volontariat, l'indépendance, surtout, d'avoir vraiment tout ça en tête pour échanger ensemble entre praticiens, entre étudiants, entre professionnels, faire ressortir nos expériences propres pour comparer un petit peu notre travail autour de la justice restaurative. Je pense que je peux laisser la parole à mes collègues et je vous remercie beaucoup de votre attention.